Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous présenter mes 5 livres que j'ai notés 5 étoiles sur Goodreads. Alors, tout d'abord, je voulais vous apporter quelques précisions quant au système de notes sur Goodreads. Goodreads nous permet de classer nos livres en fait dans différentes catégories. Donc, par exemple, dans mon compte Goodreads, j'ai une étagère, ils appellent ça palle. Donc, j'y ai inscrit tous les livres de ma palle physique que j'ai. Comme ça, de temps en temps, quand je cherche une lecture, au lieu d'aller chercher dans ma palle en physique, je vais chercher directement dans l'application Goodreads. Au début de chaque année, on peut mettre un total de livres que l'on souhaiterait atteindre. Pour ma part, j'ai fixé ce goal à 70 livres lus dans l'année et j'en suis aujourd'hui à 67, donc c'est plutôt bien parti pour le réussir, en sachant que moi j'y intègre les bandes dessinées et les graphiques. Pour ce qui est des notes, Goodreads nous permet de noter nos lectures en fait tout simplement. Et on a un choix sur 5 étoiles à noter, donc 1, 2, 3, 4, 5. Pour vous expliquer un peu ma façon de noter mes livres, de 0 à 2 étoiles, c'est vraiment pour moi des grosses déceptions. Évidemment, une étoile, c'est encore plus nul pour ma part que 2. Donc c'est vraiment à partir de, voilà, 2 étoiles pour moi, c'est que le livre était pas bon, je me suis ennuyée ou il y a des choses qui m'ont pas plu. 3 étoiles, c'est que c'était OK, mais sans plus. 4 étoiles, c'est que pour moi, c'était très très bien, j'ai eu du plaisir, mais il me manquait un petit quelque chose. 5 étoiles, c'est c'était très bien, rien ne m'a ennuyé, rien ne m'a déplu, mais c'est pas un coup de cœur, mais quand même, j'ai pas grand chose à en redire et j'ai passé un excellent moment dans son ensemble. Pour moi, au-dessus des 5 étoiles, c'est le coup de cœur. Donc voilà, j'aime distinguer en fait les 5 étoiles des coups de cœur, car des fois j'ai des livres que j'ai énormément appréciés, qui m'ont plu, euh, où je n'ai rien à redire, mais c'était quand même pas un coup de cœur, j'ai pas ce ressenti en fait d'amour ultime pour le livre. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 5 livres que j'ai notés 5 étoiles sur Goodreads, donc qui n'étaient juste pas des coups de cœur, mais qui m'ont quand même énormément plu et dont j'aimerais parler sur la chaîne. Tout d'abord, je souhaiterais vous parler des Cerfs-volants de Romain Gary. Le livre relate l'histoire de Ludo, un jeune garçon qui, à 10 ans, en l'an 1930, tombe sur une jeune fille et il tombe éperdument amoureux de cette jeune fille et il est sûr, c'est l'amour de sa vie. Cette jeune fille s'appelle Lila et c'est une aristocrate polonaise qui passe les vacances en France avec sa famille. Dans ce roman, on y parle pas mal de la guerre. C'est des thématiques qui sont assez récurrentes car, comme je vous l'ai dit, on suit d'abord Ludo en 1930, donc avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, et on le suit pendant de nombreuses années. On y voit la guerre, on y voit les Allemands qui viennent en France, Lila qui est polonaise qui doit s'enfuir. Également dans ce roman, on y voit l'oncle de Ludo qui est un homme connu dans le monde entier pour sa confection en fait de cerfs-volants. En fait, il crée des cerfs-volants à l'effigie de toutes sortes de choses. Ça peut être des hommes politiques influents, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc cet homme est assez célèbre pour ses cerfs-volants et pour sa folie en fait. Il est décrété comme étant un peu sénile, un peu fou, vu que il passe son temps à faire des cerfs-volants dans sa maison. Cette métaphore du cerf-volant, ce thème
du cerf-volant qui sous-entend la poésie, la liberté, la légèreté, est toujours, toujours présente dans ce livre. Quand Ludo part à la recherche de Lila qui a disparu, qui est partie de la France, on y retrouve toujours cette thématique de légèreté, d'envie de liberté, en fait, comme un cerf-volant qui s'élève dans le ciel. Et voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai pas envie de vous en raconter trop sur l'histoire, car je me suis un peu attaquée à ce roman sans trop savoir de quoi ça parlait, sans trop savoir où on allait, en fait, tout simplement. Et j'aimerais que si vous y êtes tenté, vous puissiez le commencer dans les mêmes circonstances que moi, en fait. J'ai l'impression de raconter que de la merde. Le deuxième roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie. Ce roman commence avec une femme qui s'appelle Amy, qui est infirmière et qui est priée de se rendre en Mésopotamie sur un chantier de fouilles pour aider la femme de l'archéologue qui est prise à des angoisses terribles. Donc Amy se rend sur cette fouille, sur ce camp de fouilles. Une série de meurtres commence à se produire. Hercule Poirot débarque dans ce camp d'archéologues. Ils vont enquêter sur ces étranges meurtres et pour essayer d'éviter un prochain meurtre, tout simplement. J'ai adoré cette ambiance de la Mésopotamie, de l'Égypte, tout l'ambiance archéologie, j'ai adoré. L'enquête était vraiment très bien. Je me suis pas du tout doutée de la fin à aucun moment. J'aime beaucoup Agatha Christie pour ça. J'ai du plaisir à lire ses romans et celui-là reste mon favori pour l'instant de tous ceux que j'ai lus. On fait face encore au coup de génie d'Hercule Poirot pour la résolution des enquêtes. Jusqu'à la fin, on ne sait pas qui a fait quoi, l'implication de chacun. On croit avoir des pistes, mais on n'est pas trop sûr. Et ensuite, il y a ce gros révèlement. Non. Et ensuite, il y a cette grosse révélation où Hercule Poirot nous refait tout son cheminement d'idées, tous les fils de ses pensées. Et voilà, j'ai adoré. Donc l'enquête était super et l'ambiance de cette archéologie, ces fouilles, cette chaleur, c'est ça également qui a fait que pour moi, ce roman est un 5 étoiles. Ensuite, j'aimerais vous parler de La couleur des sentiments de Catherine Stockett. C'est un roman plutôt connu. Il y a eu une adaptation de film qui a assez bien fonctionné. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ce roman. Ce roman se passe dans le Mississippi dans les années 62 où la ségrégation raciale était encore très présente. On y suit différentes femmes de ménage noires qui font du coup le ménage chez des femmes blanches qui s'occupent des enfants des personnes blanches. Et voilà, c'est un peu dans la période où ça commence un peu à se remuer, les gens commencent à être un peu plus révoltés de ces conditions, mais on y suit quand même ces personnes blanches qui sont très habituées à leur luxe, à leur suprématie, supériorité en fait, quant à ces personnes noires et qui ne sont pas forcément prêtes à faire le pas pour accepter en fait le droit des personnes de couleur. Mais ce n'est pas le cas de Skeeter, la fille d'une blanche en fait du quartier, donc elle-même est blanche, et elle souhaiterait euh, faire témoigner toutes ces femmes qui travaillent chez ces personnes blanches, de leur faire écrire en fait leur histoire, le pourquoi du comment elles sont là. Donc elle, c'est une bourgeoise blanche qui souhaite s'unir avec ces femmes noires pour tenter de changer les choses, de faire bouger en fait ces quartiers de bourgeois, de blancs qui sont très ancrés dans leur racisme en fait. Qui, voilà, ils sont très racistes sans forcément s'en rendre compte. Oui, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais c'est tellement ancré
dans leurs mœurs, dans leurs habitudes, que pour eux, c'est normal leur supériorité. Cette Skeeter voudrait faire témoigner ces femmes noires afin d'avoir leur histoire et de pouvoir faire bouger les choses. Je suis consciente que ce livre pourrait être un peu dérangeant pour certains car on y voit une personne blanche bourgeoise qui voudrait aider ces personnes noires un peu dans le genre du syndrome du white savior, comme si ces personnes ne pouvaient pas s'aider toutes seules en fait, ou faire les choses toutes seules. J'avoue que ça m'a pas dérangée dans ce roman, j'ai pas trouvé ça malsain, ni que ça amenait l'effet seuls les blancs peuvent sortir ces personnes noires de leur misère. J'ai pas eu ce ressenti. Après, si vous avez eu ce ressenti et si vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Insta ou ici en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Moi, je suis ouverte à la discussion. Néanmoins, je vous conseille quand même de le tenter. Si vous avez un peu peur par l'épaisseur du bouquin, il fait quand même un petit 600 pages, voilà, c'est une petite brique. N'hésitez pas à regarder le film. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film qui, je trouve, est assez fidèle au bouquin. Si vous êtes tenté, intrigué, n'hésitez pas, allez-y. Ensuite, avant-dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est The Song of Achilles de Madeline Miller, donc Le Chant d'Achille, que j'ai lu ici en VO. C'est un livre qui suit Patrocle, il me semble que c'est ça son nom en français, et Achille qui lie une amitié durant leur enfance et on les voit évoluer ensemble, apprendre la médecine, apprendre l'art de la guerre ensemble jusqu'à cette fameuse guerre de Troie. J'ai adoré ce roman, c'est un roman très différent de tout ce que j'ai pu lire auparavant. On y suit du coup Patrocle, on suit toute l'histoire du point de vue de Patrocle, donc toute l'ascension d'Achille, le héros que fut Achille, on le voit uniquement des yeux de Patrocle et le lien qu'ils ont les deux entre eux est juste sublime, c'était vraiment génial. Patrocle est un personnage juste super à suivre. J'ai été très intriguée d'ailleurs de ce personnage parce que je ne le connaissais pas plus que ça et j'aimerais bien trouver des romans en fait qui parlent un peu plus de Patrocle et un peu moins d'Achille. Si ça existe, si c'est possible. Donc voilà, j'ai adoré leur lien. On y trouve de nombreux grands personnages de la guerre de Troie, comme Ulysse, par exemple. On y voit également Thétis, c'est le mot en anglais, en tout cas, je ne suis pas sûre des prénoms en français, qui est la mère assez cruelle d'Achille, qui lui en fait baver, qui n'aime pas du tout Patrocle. Donc voilà, c'était très fort, très très touchant. Évidemment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, si la mythologie grecque, évidemment, ça vous tente, mais même si vous n'êtes pas trop dans la mythologie grecque, vous pouvez le comprendre sans autre. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un bagage énorme en mythologie. Moi j'ai lu ça, j'y connais pas grand-chose. Donc vraiment, ça ne vous empêche pas d'apprécier cette lecture, d'aimer cette lecture. Vous allez y suivre des personnages touchants, des moments tragiques, des moments de bonheur. Et voilà, je vous recommande à 1000% le chant d'Achille. Je l'ai lu en anglais, comme je l'ai dit, et ça a été, le niveau de langue n'était pas trop difficile, j'ai trouvé en tout cas pour ma part. Je lis assez régulièrement en anglais, donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire dans sa langue originale, lancez-vous. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur la guerre de Troie, l'ascension d'Achille, le lien entre Achille, Patrocle, qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment, je vous le recommande chaudement. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler dans cette sélection, c'est A Curse So Dark and Lonely de Brigitte
Kemmerer. Cette histoire est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc on y suit le prince Ren qui est maudit et sa malédiction consiste à revivre l'automne de ses 18 ans encore et encore. Et vous verrez qu'il n'est pas toujours très agréable comme dans La Belle et la Bête. On y suit également Harper qui, elle, vit à Washington et dont la vie n'a jamais été facile et tout d'un coup, par un concours de circonstances, elle se retrouve aspirée dans le monde d'Amberfall, donc le monde du prince Ren. Également, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la malédiction du prince Ren ne peut être levée uniquement si une fille tombe réellement amoureuse de lui. Donc vous verrez que c'est pas si facile de l'aimer. C'est pourquoi Harper a été envoûtée en fait dans ce monde. Ce roman est composé en fait de chapitres alternés. On y suit une fois le point de vue de Ren, une fois le point de vue d'Harper. Donc ça nous permet d'avoir une vision assez globale de la situation, ce que chacun pense l'un de l'autre, ce que chacun pense en fait tout court par rapport à leurs problèmes respectifs, par rapport à leurs problèmes ensemble, en sachant que Harper a été aspirée en fait dans ce monde d'Amberfall, donc elle aimerait retourner chez elle, elle a des problèmes qui l'attendent à la maison chez elle, donc à Washington, et là elle se retrouve dans un monde comme parallèle en fait, dans un univers qu'elle ne connaît pas, qui n'existe pas sur sa carte qu'elle connaît. Et donc voilà, ça amène tout plein de conflits, tout plein de prises de tête. J'ai passé un super moment à Amberfall, j'ai adoré tous les personnages de ce roman. On a un garde du corps Grey du prince Ren qui est vraiment très très attachant. C'est d'ailleurs lui qu'on retrouve dans le deuxième tome. J'ai oublié de vous dire, mais c'est le premier tome d'une trilogie. Il vient d'ailleurs de paraître en français, mais je sais plus ce que c'est le titre. Donc effectivement, il vient de sortir en français sous le titre Un sort si noir et éternel. Donc je vous le conseille ici. Vous voulez l'essayer, le tome 2 et le tome 3 n'est pas encore sorti en français, n'a pas encore été traduit, mais ils sont tous sortis en anglais. J'ai adoré l'ambiance de Amberfall, cette ambiance un peu magique, un peu, ouais, très La Belle et la Bête en fait, dans ce grand royaume, ce grand château complètement vide, où il n'y a que le prince Ren et son garde, où tout s'anime un peu tout seul, tout est magique. Et c'est assez important pour être notifié que Harper a un handicap physique. Donc voilà, c'est assez... pour moi, c'est important d'être signifié que pour une fois, on a une héroïne assez badass hein, qui a un handicap physique, ça l'empêche pas de vivre. Évidemment, son handicap lui apporte des difficultés, donc comme tout handicap, mais ça ne lui empêche pas d'être une femme forte, d'être une battante, de ne pas se laisser faire. Et ça, vraiment, j'ai adoré. Pour moi, c'est un point très fort du roman. On ne nous dépeint pas une personne handicapée physiquement comme faible, comme ayant besoin toujours des autres, qui ne peut rien faire par soi-même. Non, là, elle est forte, elle se bat. Et je trouve que c'est une très bonne représentation d'une personne avec un handicap physique. Donc voilà, s'il vous tente, n'hésitez pas à le lire. Je ne sais pas s'il est classé comme du YA, je dirais que oui, mais je suis pas certaine de ça. Mais le niveau d'anglais n'était pas trop compliqué. Donc si vous voulez vous lancer un peu dans le fantastique, fantasy, lecture de l'imaginaire un peu en anglais, je pense que ça pourrait faire l'affaire, c'était pas trop difficile à lire. Si vous êtes intéressé par cette lecture, n'hésitez pas à vous procurer les livres en anglais si vous pouvez les lire en anglais. Donc comme je vous l'ai dit, les 3 livres de la trilogie sont sortis. Et sinon, eh bien, essayez de vous le procurer en français et vous pourrez attendre les prochains qui, j'espère, seront traduits.
qu'on n'aura pas un faux espoir et que seul le premier tome sera traduit. Voilà, c'en est tout pour ce roman. C'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté du coup mes 5 livres 5 étoiles. J'en ai encore quelques-uns d'autres, donc si vous voulez peut-être une partie 2, je vous fais volontiers ça. J'ai beaucoup aimé vous parler de ces livres que j'ai lus il y a plus ou moins longtemps. Il y a certains livres que j'ai lus assez récemment cette année et d'autres que j'ai lus il y a 4-5 ans. La couleur des sentiments, je l'ai lu il y a 5 ans. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir mettre un peu ces romans en avant sur ma chaîne. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça également en commentaire, si vous avez des livres qui vous ont plu également, s'il y a peut-être des livres 5 étoiles pour ma part que vous n'avez pas du tout aimé. N'hésitez pas à me faire un retour sur tout ça dans les commentaires. Et sinon, moi je vous souhaite de très belles lectures et à une prochaine. Ciao ciao!